Davy avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Sophie. L'épisode du jour, le lien de la sororité. Je m'appelle Sophie, je suis née en juin 1976 et je suis, comme on dit, une fille Distilben. Cette expression m'a d'ailleurs toujours donné l'impression d'une étiquette, un peu comme s'il s'agissait d'une stigmatisation monstrueuse, comme si aussi c'était un second nom de famille que je portais avec d'autres sœurs Distilben. Dans mes souvenirs, ma mère m'a appris mon exposition au Distilben assez rapidement, quand j'étais pubère, me semble-t-il. C'était très abstrait pour moi à cet âge, mais je me souviens pourtant de sa gêne, de sa culpabilité, je dirais presque de sa honte, quand elle me disait « Tu sais, c'était des petits cachets rosins et j'avais pas très envie de les prendre. Puis d'ailleurs, tu sais, j'en ai pris moins que j'aurais dû. » Puis je me souviens aussi, enfant, de mon grand-père qui, pendant le journal télévisé Méridien, qu'il regardait en mangeant, avait évoqué à ma grand-mère « Jeanne, écoute, il parle du médicament qu'Ariane a pris, t'as vu, pour la petite ?» et de leur visage grave, cette tension palpable que je ressentais. Puis est venue la première visite chez la gynécologue en 1993, j'avais 17 ans. Ma mère m'avait accompagnée. Alors maintenant, les visites se réalisent parfois plus tard pour les frottis, mais à l'époque, on en faisait avant 25 ans. La gynéco me dit « Vous avez un ectropion, mademoiselle, c'est caractéristique du Distilben. » Mais c'est quoi un ectropion, je lui demande. C'est au niveau de votre col, vous sécrétez des pertes blanches plus abondantes. Et puis, vous savez, vous devrez aussi faire des frottis réguliers, car le cancer à cellules claires chez les filles Distilben, c'est un risque à ne pas négliger. J'ai 17 ans, je suis un petit peu assommée. Puis quelques questions sur le Distilben par ma mère, mais à cet âge, la grossesse me semblait assez lointaine. Et puis, quand j'ai souhaité 9 ans plus tard, en 2002, j'étais mariée, avoir un enfant. J'ai compris les séquelles qu'avait provoqué ce médicament. En les vivant, j'ai eu des difficultés pour tomber enceinte, un parcours PMA, des hystérosalpingographies qui ont confirmé un utérus en T de 2,5 cm qui risquait de ne pas s'étirer pour accueillir une grossesse, des trompes qui étaient certes perméables mais si d'insémination échue, et puis une FIV pour laquelle, malgré une hyperstimulation ovarienne, j'ai eu la grande chance de tomber enceinte tout de suite. Alors, faut-il le préciser, après 2 célioscopies, après un traitement pour mettre mes ovaires au repos, parce que j'avais de l'endométriose et des ovaires polykystiques. Est-ce que c'est lié au Distilben? Allez savoir. Le gynéco qui m'a accompagnée à l'époque était informé. Il était dur, mais il était informé. Un début de grossesse qui a été marqué par des échographies vaginales hebdomadaires. Et puis, à 2 mois à peine, une perte de sang majeure comme des règles. Je file aux urgences. On voit toujours le sac, me dit-on. Et on m'indique de me reposer. Je m'inquiète, je revois le gynécologue. La surprise, il voit non seulement le sac intact, mais aussi un plus petit, des jumeaux. Le père de mon fils est heureux, mais le gynécologue, plus grave, me dit « Vous savez, le sac est plus petit, avec le Distilben, c'est pas idéal, madame, des jumeaux. » J'y retourne quelque temps ensuite, l'échographie me fait entendre le cœur de mon enfant, un grand moment, mais celui du second ne bat plus. Le père de mon enfant semble affecté, mais moi moins, comme si je sentais que mon enfant et moi, nous n'aurions pas survécu à cette seconde vie en moi. Mon énergie, elle a été à partir de ce jour consacrée en totalité à celui qui deviendrait mon fils, comme si je devais tout faire pour le protéger. Lui qui n'avait pas demandé à naître dans un tel contexte, fallait au moins que je diminue au maximum ses risques. C'était ma responsabilité, ma mission, il fallait que je sauve l'unique, car au fond de moi, je savais qu'il serait l'unique. Je rencontre la gynécologue obstétrique vers 4 mois de grossesse. Elle me dit « Heureusement qu'il n'y en a plus qu'un, madame, sinon vous auriez accouché à 5 mois de grossesse. »
Elle m'explique que les fibres de l'utérus risquent de ne pas s'étirer, l'éclatement utérin est sous-entendu mais pas divulgué, elle m'évoque qu'il leur faut en faire le moins possible, que je ne peux pas travailler du tout, ce qui est déjà le cas parce qu'entre la PMA, l'hyperstimulation ovarienne et la perte majeure de sang, je ne travaille plus depuis le transfert des embryons, c'est-à-dire depuis le 23 mars 2006. Du coup, perte de salaire importante dans mon travail, qui à cette période ne prend pas en charge au-delà d'un certain nombre de mois d'arrêt. Puis malgré la loi passée en 2006, dont je n'ai eu connaissance qu'en 2022, j'ai pas eu accès à la prise en charge en totalité de cet arrêt lié au Distilbène. Donc c'était un peu la double peine. Elle me dit aussi, cette gynécologue, que je ne peux plus avoir de rapport sexuel, ce qui est déjà le cas tellement j'ai peur de perdre mon bébé. Elle pense au cerclage, mais elle préfère l'éviter pour des raisons techniques dont je me rappelle plus bien. L'entourage me trouve trop anxieuse, trop précautionneuse, il me juge. « Oh, t'es pas en sucre non plus, c'est qu'une grossesse, t'es pas malade. » Si, justement, je suis quand même malade de ce médoc de merde. Alors vous tentez d'expliquer, mais parfois même les gens les plus proches n'ont aucune empathie cognitive, et puis c'est toujours plus facile de juger que de comprendre. En juillet 2006, le père de mon fils me dit que c'est difficile pour lui que je reste alité, qu'il a besoin de souffler, de vacances, qu'il travaille beaucoup. Il part une semaine en Croatie. Il me laisse seule à 5 mois de grossesse. Le reste de la famille est en vacances également. Je suis pas malade. Je peux pas bouger, mais bon, il y a pire quand même. Je prends sur moi car je sais que je dois pas m'énerver. J'ai mon enfant à sauver. Puis le 14 octobre 2006, alors là... Dans la nuit, à 6 mois et demi de grossesse, je me réveille, maux de ventre, perte de sang, je pleure, j'ai peur, je file aux urgences de la clinique. On me place dans une chambre double avec une jeune femme fatiguée, mais heureuse d'avoir accouché dans de bonnes conditions de son second enfant. J'assiste à ses visites, je vois les cadeaux, alors que j'ai tellement peur pour mon enfant. Le gynécologue qui avait prescrit à ma mère le Distilbène, c'est le même qui n'était pas intervenu pour sauver Nicole, la mère du père de mon fils, la grand-mère de mon fils, donc qu'il n'aura jamais connue. Ce gynéco était de garde ce 14 octobre, mais il avait refusé d'intervenir car ce n'était pas sa patiente, disait-il, alors qu'elle se vidait de son sang suite à une éclampsie. Elle a laissé 2 orphelins, Nicole. Elle est morte un 14 octobre, un trauma pour le père de mon fils qui a vu l'histoire se répéter. Et pour moi, à la clé, une angoisse décuplée, une culpabilité monstre de lui faire revivre ce calvaire, de blesser tout le monde car je n'étais pas normale et qu'avec une autre femme, ça aurait été plus facile pour lui, pour eux. Mon ventre grossit peu, mon bébé semble être tellement bas dans mon ventre. Je reste alitée en clinique, perfusée au salbutamol qui me bouffe les veines et me fait battre le cœur si vite. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu car on me l'avait pas dit. À 36 semaines d'aménorrhée, le gynécologue qui remplace ma gynécologue partie en congrès vient m'ausculter et il me palpe le ventre. J'avais très peur des contractions vu ce qui s'était passé, étant donné aussi les piqûres pour la maturation des poumons de mon fils, piqûres qui provoquaient des contractions justement. Je lui dis gentiment, désolée, mais vous me faites mal, et est-ce que c'est nécessaire de me palper le ventre? J'ai des contractions, j'ai peur, puis il y a déjà des échographies, un monitoring. Et il me répond durement, mais non, je ne vous fais pas mal, et oui, c'est nécessaire. Avec un aplomb qui me met dans une rage folle, et alors que je sais pourtant que je dois pas m'énerver. Et là, je lui dis, mais vous avez beau avoir un bac plus 12 et en connaître plus que moi sur mon vagin, si je vous dis que vous me faites mal, c'est que vous me faites mal. Alors là, il blêmit, et les infirmières et sages-femmes sont estomaquées par ma réaction. Il est revenu le lendemain, il m'a pas ausculté, il a discuté avec le père de mon fils de cyclisme. Il a voulu me faire sortir de la clinique en l'absence de ma gynécologue, qui m'avait pourtant dit que je devais serrer les fesses jusqu'à son retour. Je lui ai dit non, car j'attendais, comme elle me l'avait dit, son retour prévu le jour de la 37e semaine d'aménorrhée. Une semaine, c'est important. Et j'ai pu gagner une semaine. Je sors donc le 27 novembre 2006, après que ma gynéco a retiré ma perfusion de salbutamol. Je sors à 11h30 du matin, je m'en souviens encore. Le monde, le bruit en sortant de la clinique, ça m'effraie. Je suis déconcertée, j'ai plus de muscles. J'ai pourtant envie d'aller faire les magasins comme une future maman lambda, mais je peux pas. C'est peut-être un détail, mais ce médicament m'a volé aussi cette normalité-là, ces moments-là. Mon moral est assez bas et je veux rester forte malgré tout pour mon enfant et ne pas sombrer. Je m'accroche à lui comme lui s'accroche à moi. Je rentre chez moi. Et puis le soir même, j'ai des contractions toutes les 5 minutes. Je retourne en clinique 12 heures après en être sortie, vers 23h30, sans même avoir dormi une nuit chez moi. Mon fils naîtra par voie basse à 7h07 le 28 novembre 2006. Je l'entends crier, je suis tellement soulagée, il vit. Je pleure, je l'aime déjà tellement. Il s'appellera Raphaël, ce qui signifie Dieu a guéri. Car avec lui, je me suis agrandie de l'intérieur. J'ai grandi et il m'a guéri en partie sans le savoir.
Je lui ai donné la vie, mais je lui ai hélas aussi transmis mes angoisses, celles liées à ce médicament. Je m'en veux tellement parfois, je sais que c'est pas de ma faute, mais je l'ai voulu si fort cet enfant. Je me suis déjà demandé si j'aurais dû renoncer à la maternité. Raphaël a bénéficié d'une lampe chauffante, il pesait 2,6 kg et mesurait 49 cm. Le pédiatre était sinistre, très peu bienveillant. Après l'accouchement, j'avais plus de muscles. Une fois, j'ai même pas réussi à me relever lorsque je m'étais baissée. Je me suis effondrée en larmes, je m'en souviens encore. J'ai peur que mon fils, à l'époque que je vois perdre du poids et descendre à 2,3 kg, ne meure. J'ai peur de lui faire prendre son premier bain, j'ai peur de ne pas être capable, je suis épuisée, alors je laisse la place, trop de place à son père car je me dis qu'il le protégera mieux que moi. Une fatale erreur. Aucun membre de ma famille ne me rassure et ne me comprend, et ne comprend ma détresse, mis à part mes grands-mères. Aucun psychologue ne viendra me voir en clinique. Je me rappelle une auxiliaire de puériculture qui m'avait dit un jour ou deux à peine après la naissance de Raphaël « Oh écoutez madame, si votre fils il pleure trop, mettez-le dans la salle de bain de votre chambre puisque vous êtes soi-disant si fatigué que ça. » La gynéco, quelques semaines après, trouve que mes voies naturelles sont plus souples et plus grandes. Je le constate aussi au niveau sexuel et le père de Raphaël également. Je me sens mère, plus femme, mais tellement inquiète pour mon fils et puis tellement triste parfois. Non seulement on est victime, mais en plus on doit se battre 2 fois plus alors qu'on est faible, fatigué, vulnérable. Les conséquences filiales, sexuelles, intimes et sociales liées à ce médicament sont vraiment sous-estimées. Si votre entourage en plus n'est pas sain, solide ou bien fiable, vous êtes abîmé encore plus. Les conséquences financières existent aussi, comme je l'évoquais avec mon long arrêt de travail d'1 année, du 23 mars 2006 au 12 mars 2007 quand même. J'ai consulté de mon propre chef une psychologue 4 ans après la naissance de mon fils, en 2010. J'ai divorcé et je n'ai plus aucun lien avec les membres encore vivants de ma famille, dont ma mère. Tout n'est bien évidemment pas lié au Distilbène, mais il a fait de gros dégâts. Pour autant, à travers cette épreuve, j'ai pu comprendre et réaliser à la force du poignet ce qu'était le prix de la liberté et le fait de devoir tenir debout seule. J'ai toujours peur d'un cancer du col, comme une épée de Damoclès. Et j'ai toujours peur, même si c'est moindre qu'avant, que mon fils ne meure, même si j'ai appris à lâcher prise. J'ai su en 2008 que j'avais également le gène BRCA1 qui m'a fait choisir, et j'ai eu la chance de pouvoir choisir, comme Angelina Jolie, de réaliser une bimastectomie prophylactique avec reconstruction en 2014 et de retirer mes ovaires en 2020. Malgré tout, je trouve avoir une chance énorme d'être à ce jour en bonne santé, d'avoir pu être accompagnée par des professionnels formidables, dont ma psychologue, ma gynécologue, les chirurgiennes gynécologues et la professeure de chirurgie plastique et reconstructrice. Ce sont de grandes dames et puis grâce à elles, je me sens curieusement bien plus féminine et plus forte que je ne l'étais à 17 ans. Mon fils aura 18 ans le 28 novembre 2024. Il est épanoui, mais le Distilbène aura quand même conditionné une partie de notre relation. J'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres de mes sœurs Distilbène. Je reste en colère par contre le laboratoire qui continue ses profits. Les filles Distilbène vieillissent, les dernières ont 47 ans. Avec elles, le scandale s'évanouira, les gens vont oublier, mais le laboratoire, lui, restera. Contrairement à d'autres scandales sanitaires, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas ou très peu de médiatisation. La justice n'aura jamais été rendue. Pour moi, c'est une honte. À travers ce podcast, ce n'est pas juste un écrit qui reste, mais une voix individuelle pour soi, pour ses proches, pour mon fils, pour le collectif, pour qu'on n'oublie pas et que ce scandale prenne une forme humaine. Je rêve d'un livre avec la photo rayonnante de chaque femme touchée par cette saloperie, qu'elle soit vivante ou morte, hélas, avec son podcast associé, et puis en parallèle la photo de son utérus en 3D par exemple. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais ce qui est vraiment choquant, c'est ce scandale étouffé qui a détruit des vies. Alors ouais, il en faut de la résilience pour nous toutes. Et pour finir, une citation que j'aime beaucoup, qui me guide depuis longtemps. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.